Merci beaucoup, Javoudi, pour cette transition. Ketia voulait des retours, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a encore, Ketia? Ça va? Ouais, ça va. Bien que j'ai une voix sèche aujourd'hui. Moi, je suis quand même grippé, c'est normal que je puisse avoir avec l'arrivée de l'angine que j'ai l'impression qu'il débute. Mais, tout beau d'abord, d'accord? Non. Tout beau d'être. Mais j'ai tout beau d'être. Ah oui, hein, soyez féconds et remplissez la terre. Ça prouve à suffisance que même lui-même, le Créateur, a demandé à ce que Tobota. Donc, quand vous avez des problèmes de fertilité, ça veut dire que ce n'est pas normal. J'en profite pour passer une annonce. Richard Widi, si tu peux déjà nous balancer l'affiche, s'il te plaît. Alors, la maison NBL Fertilité organise plusieurs services pour vous qui avez des problèmes de fertilité, vous qui avez des problèmes de conception. Vous avez des problèmes de kystes ovariens, de kystes dystrophie, de fibromes, myomes, absence de règles, endométriose, règles douloureuses, stérilité primaire et secondaire, hémorroïdes chez la femme comme chez l'homme. Alors, la maison NBL Fertilité est maintenant à Kinshasa, après Lubumbashi. Elle est présentement à Kinshasa. Si vous voulez le joindre, contactez juste le numéro plus 243 84 46 78 183 plus 243 84 46 78 183 ou encore aller sur Facebook et TikTok, tapez juste NBL Fertilité officielle. Vous allez contacter à travers leur page officielle et il y a aussi leur numéro WhatsApp. En tout cas, soyez sûrs et certains qu'avec NBL Fertilité officielle, vous aurez des solutions à vos problèmes de fertilité. Voilà. Voilà, merci beaucoup à toi, Ketia. Et donc, j'ai posé cette question. Quelle est la porte de sortie pour une meilleure politique de jeunes? Nous allons échanger sur cette thématique avec notre invité sur ce plateau, l'habitué. Il s'appelle Emmanuel Mouenge, que j'appelle comme ça l'incarnation de l'éloquence. Monsieur Emmanuel Mouenge, bonjour et bienvenue. Mais vous me flattez. et je suis touché. Au plus profond de moi, je suis touché dans le bon sens. Non, ce n'est que la vérité. Oui, mais merci beaucoup. Oui. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, à tous mes enseignants, de l'école primaire jusqu'à l'université, et aussi à mes parents pour la bonne éducation. Voilà. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à la ravissante Madame Ketia, qui nous émerveille toujours de son éclat matinal. Bonjour à vous, Monsieur Hervé. Donc on vous a fait Oui, c'est une guerre de flatterie dont l'accueil m'a toujours émoustillé. Toujours rempli de joie et me donne ainsi le plaisir et l'honneur de servir la patrie une fois de plus devant les médias, même si encore une fois de plus, c'est à l'assaut et à la charge contre la gouvernance décadente de certaines institutions du pays pour que nous voulons bien sûr corriger par nos interventions et nos critiques objectives. Les biscuits d'abord. Avant qu'on y entre dans le vif du sujet, les biscuits d'abord. À l'Assemblée nationale, c'est la rentrée parlementaire aujourd'hui. À 13h déjà, l'activité va commencer à 13h. Mais on dit que Vital Kamerhe est éjectable. Est-ce que c'est opportun de lancer une pétition contre Vital Kamerhe à ces moments, pendant où nous cherchons encore la cohésion nationale? Nous voulons à ce que tout le monde contribue pour la paix en RDC. Est-ce que c'est important que les députés initient cette pétition? Voilà une très bonne question. D'abord, je préfère dire que je ne suis pas en train de condamner Vital Kamerhe. Je ne suis pas en train de le défendre, non. Mais on va être objectif. La question que vous posez, dans un sens, veut dire qu'au nom de la cohésion, l'Assemblée nationale ne doit pas faire son travail, ne doit pas fonctionner de manière fonctionnelle comme cela lui est recommandé par la Constitution de ces pays. Mais ça dépend de ce qu'on lui reproche. Non, mais voilà encore, le fond est là. Si on peut prendre même quelques temps pour ce sujet, parce qu'il est très important. Vital Kamerhe, d'abord, il faut savoir que la démarche de la pétition n'est pas une démarche qui est conditionnée à des circonstances politiques. Elle relève d'un règlement intérieur. C'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je crois la version la plus récente que j'ai lue, c'est la version où vous trouverez l'article 28. Je peux vous le lire ici. Il est dit que le mandat des membres du bureau peut prendre fin avant terme, soit par révocation, vote par l'Assemblée nationale, sur base d'une pétition signée par un certain nombre de députés, soit les un quart, c'est-à-dire 125 personnes qui signent. Alors, quelle est la procédure maintenant pour cette pétition? Vous avez encore les articles 167 et 168, je peux prendre 167 du règlement intérieur, qui dit que tout député peut déposer une motion. Ça c'est dans un autre contexte. La procédure, justement,
Voilà, là, à l'ordre du jour, un délai. Oui, la procédure justement de la pétition. C'est que cette dernière intervient lorsque l'on trouve que le bureau ne fait pas son travail, on dépose devant le bureau de l'Assemblée, au bureau de l'Assemblée nationale. La question est débattue lors d'une plénière. Si on se met à lire tous les articles, ça va nous prendre du temps. Alors, c'est pendant la plénière qu'il doit avoir un vote à la majorité absolue, soit 250 plus 1. La plénière, c'est l'organe qui va décider du fondement de l'accusation que l'on porte aux membres du bureau. Si ces derniers est fautif ou pas. Donc, il sera soit innocenté, il peut reprendre son travail comme d'habitude, ou il sera sanctionné. Maintenant, quand vous posez cette question... Mais on pose cette question parce que ce qui lui est reproché, on dit, parce que moi j'ai essayé un peu de lire juste l'en-tête, qu'il se comporte en dictateur, qu'il se comporte en autorité, à un papa, il qualifie les députés comme ses enfants, il peut prendre la parole quand il veut, comme il veut. Je ne pense pas que ça peut être un motif. Moi, dans les reproches que j'ai lus, j'ai vu qu'on lui reproche de bloquer le contrôle parlementaire. On lui reproche... Pendant que nous avons vu plus de 15 ministres passer là-bas. Attention, l'Assemblée nationale fonctionne sur base de plusieurs mécanismes. Il y a des motions de défiance, des censures et des interpellations. C'est qu'on a beaucoup plus Il y a aussi des questions orales avec débat et des questions écrites. Bien sûr. Ce que vous avez vu sont des interpellations. Moi, je peux vous dire, par exemple, que les motions de défiance, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu peut-être 2, si je ne me trompe pas. Pendant Sam Alokonde 1 et 2, et même Soumino 1 et 2. Ce qu'on reproche à Vital Kamerhe, si on peut seulement prendre l'aspect qui relève du fait qu'il a mal géré les dotations que lui donne le gouvernement. Vital Kamerhe a pris la parole une fois pour dire que c'est de sa poche que vivait l'Assemblée nationale sur le plan technique, les ravitaillements en feuilles, en stylo et consorts. Mais Doudou Fouamba, une fois, est venu vous dire que non, le gouvernement n'avait pas d'arrière à l'égard de cette assemblée-là. Mais aujourd'hui, les députés s'élèvent pour vous dire que l'argent qu'on était en train de donner en forme de dotation était mal géré. Et qu'en réalité, ce qu'ils prenaient comme discours, c'était des discours d'échappatoire pour s'évader et s'échapper de ses responsabilités. La deuxième accusation portée contre lui dit qu'il bloque l'action du contrôle parlementaire. C'est là que moi aussi je ne comprends pas. Je ne suis pas en train de les défendre. Qu'il tombe, qu'il reste... Ce n'est pas mon problème. Mon problème est que cette assemblée soit fonctionnelle. Et notamment en question de la fonctionnalité, il y a l'article 167, 172. Quand vous lisez cet article du règlement d'ordre intérieur, cet article vous dit que le député a la capacité d'initier une action contre un membre du gouvernement, une motion. Celle-ci doit être déposée au bureau pour être alignée dans les 7 jours. Alors, si cette décision, cette motion plutôt déposée au bureau n'est pas alignée à l'ordre du jour, on peut sous-entendre que le bureau est en train de bloquer justement le contrôle parlementaire d'une motion qui concerne un membre du gouvernement. Mais est-ce que l'action du député s'arrête là? Non. Vous avez l'article 33 du même règlement intérieur qui vous dit que, voyant cela, les députés peuvent passer maintenant à ce qu'on appelle une motion incidentielle. Pour remettre la question de force à l'ordre du jour sur la table pour qu'elle soit débattue. Si cette question n'a pas toujours atteint l'objectif d'une plénière, la convocation du membre cité du gouvernement, le député peut même aller jusqu'à saisir la Cour constitutionnelle pour la violation de l'article 100 de la Constitution de la République. Malheureusement, ils n'ont pas fait ça. Voilà, qui consacre la liberté d'autonomie de fonctionnement des institutions et le respect même de cette liberté de fonctionnement à l'égard de leur règlement intérieur. Alors dites-moi, dans ces schémas, combien de députés ont poursuivi la cause du contrôle parlementaire jusqu'à ces niveaux? Les interpellations, c'est bien, mais il nous faut aussi des motions de défiance. C'est ça. Des motions de censure quand on travaille mal. Pourquoi se plaindre d'un gouvernement dans les médias alors que vous avez le pouvoir de faire autrement? Moi, je dirais que Vital Kamerhe peut ou ne pas partir, mais cela ne résout pas tous les problèmes que nous attachons à cette Assemblée nationale, d'où sa fonctionnalité dans les normes institutionnelles, son contrôle accru et persévérant. Ce que nous, on veut voir, c'est ça. Que vous ne condamnez pas, vous ne défendez pas. Mais là, j'ai l'impression que vous condamnez. Non, je ne condamne pas et je ne défends pas. Je suis toujours dans ma logique. J'ai dit juste parce que moi, mon centre d'intérêt, c'est que l'Assemblée nationale soit fonctionnelle. Si Kamerhe bloque, parce que je viens de relever les irrégularités de ces déclarations en contradiction avec celles de l'exécutif, qui a testé avoir donné tout l'argent, toutes les dotations. Alors, même les députés, maintenant, je pense qu'ils sont dans la logique de l'exécutif, puisqu'on reconnaît que l'argent est venu, mais le problème, c'est lui. Alors, eux connaissent mieux leur situation financière par rapport aux dotations. S'il s'avère qu'il a mal agi, qu'il a mal géré, qu'ils partent. Mais si ce n'est pas le cas, mais dans tous les cas, qu'il soit coupable ou pas, c'est l'Assemblée plénière qui doit décider par un vote.
C'est ça qu'on doit dire. Ce n'est pas une église, l'Assemblée nationale, pour qu'on dise que voilà, on appelle au pardon. Ouais. Le pardon, c'est la réaction personnelle des individus. Là, il s'agit des institutions. Il faut éviter les émotions. Voilà. Que l'Assemblée plénière décide et que les choses avancent. Voilà. C'était juste le biscuit. Mais quelle est la porte de sortie pour une meilleure politique de jeunes? Monsieur Emmanuel Mouengue, vous êtes quand même un jeune. Les consultations sont lancées. La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, après l'installation du nouveau Conseil national de la jeunesse, qu'il faut quand même féliciter parce que c'est quand même venu, et je ne sais pas si vous allez commencer par là, avant que je ne pose ma question, parce que l'ancien bureau ne vous plaisait pas, mais quand même vous pensez comme ce bureau, il y a quand même des têtes que vous allez quand même reconnaître. Personnellement, les acteurs qui chapeautent ces conseils, je ne le connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, je ne le connais pas en termes d'action. Il reste à voir ce qu'ils vont nous prouver comme effet de leur travail, sur quoi ils vont baser leur politique de gestion. Mais je suis toujours quelqu'un de dubitatif. Hein. Vous pouvez mettre un chauffeur de 207 dans la cabine d'un avion, n'empêche que celui-ci n'arrivera pas à lui faire décoller. Peu importe le pilote ou le chauffeur qui passe dans cette cabine, celui-ci doit s'adapter aux règles, aux normes qui encadrent le mode de fonctionnement de l'avion, de l'engin. Donc, tant que le système là à l'intérieur n'est pas changé, je ne m'attends à rien. Mais peut-être qu'ils penseront au-delà de ce qu'ils ont pour entrevoir ce qu'ils peuvent faire. Alors, je viens maintenant dans cette question liée à la porte de sortie. Oui, la consultation tout d'abord a deux volets. Volet terrain et volet média, c'est-à-dire Internet. Votre analyse. J'espère que vous allez me donner assez de temps. Hein. Je vous donne en tout cas. Ce que moi j'ai fait, je l'ai dit encore, ce n'est pas de la haine, c'est pour aider la ministre. Mais moi je suis quelqu'un, je n'ai pas de sentiments, je suis quelqu'un de très sévère. Alors, je vais d'abord prendre les objectifs poursuivis par cette action pour que vous compreniez la forme déjà qui est mauvaise et où est-ce que nous allons aller. Mauvaise? Oui. Je commence par dire que l'action menée par Mme Grace Coutinho, que je respecte beaucoup, la ministre de la Jeunesse, est une action qui s'inscrit dans les mêmes cadres d'action que tous ses prédécesseurs qui n'ont rien foutu dans ces ministères. Ça, je le dis, je ne suis pas le seul à le penser. Nous tous, nous pensons cela. La majorité des jeunes, en tout cas. Le contexte de l'état dans lequel nous sommes. Nous avons un pays qui a une superficie de 2 345 409 km². Nous avons un pays dont les jeunes représentent quasiment 75% et dont ceux qui ont l'âge de 15 à 29 ans représentent 50,44%. Donc l'âge du travail. Ils sont capables de travailler. Ils sont la moitié du pays. Avec ces statistiques, vous allez nous prendre l'idée des consultations, qui n'est pas nouvelle. Quand je disais que c'est du même ordre des actions, je vous rappelle qu'il y a eu des consultations, plutôt rencontres des jeunes avec les chefs de l'État. On a eu ça. Vous avez eu rencontre des jeunes avec le gouvernement, l'exécutif, chargé de mettre en place des politiques idoines pour la population. Et finalement, on a eu l'autre fameuse rencontre avortée du 28 juin, toujours dans le cadre de l'indépendance avec les chefs de l'État. Je me pose la question, est-ce qu'avec toutes ces statistiques qui prend en compte 75% de la population, dont 50% sont en âge de travail sur l'échelle des 100 et quelques, vous allez nous dire que vous ne connaissez pas leurs problèmes. C'est que le gouvernement est incapable de voir 50% de la population dans l'étendue de leur mode de vie, et ça me choque. C'est que parfois il faut faire attention aux politiques que vous menez. Connaître les problèmes, c'est une chose, et les écouter en train de parler de ces problèmes, ça n'est une autre. C'est comme ça que j'ai demandé qu'on me laisse beaucoup de temps. Le mal, c'est quoi? C'est que parfois il y a des politiques que vous menez dans votre ministère qui peuvent vendre une image négative du gouvernement auprès des intellectuels que nous sommes. Il n'y a pas que des analphabètes qui sont dans ces pays ici. Il y a aussi des gens qui vous suivent à la rigueur. Voici les objectifs que poursuivent les fameuses consultations. Premièrement, recueillir les préoccupations et les aspirations des jeunes. Je l'ai dit ici. Il y avait déjà plusieurs rencontres comme ça, et moi je comprends que soit les jeunes se sont mal exprimés lors de ces rencontres, soit ils ont été mal entendus, mal compris. Deuxièmement, renforcer la confiance entre la jeunesse et les institutions. Moi je pense que c'est la bonne gouvernance et la gouvernance sociale de proximité par l'effectivité de la décentralisation qui produit une confiance qui existe entre la population administrée et l'administration publique et ses institutions. Tant qu'il n'y en a pas, vous n'en aurez pas, et ce ne sont pas des consultations qui vont changer cela. Il y en a eu plus de 3, et les résultats, nous en sommes encore là. Les institutions semblent ne plus connaître nos problèmes. Ils ont donc oublié tout ce qu'on s'est dit, qu'on s'est vu. Promouvoir l'éveil patriotique. Moi, je pense que ça aussi,
Ces mécanismes de veille patriotique commencent par l'éducation à la citoyenneté. Okay. C'est quelque chose qui relève du secteur de l'enseignement. C'est quelque chose qui relève aussi de la cellule sociale, la base, la famille. Ça, ce n'est même pas une question de consultation. C'est une question, je vais lire l'article 91, et finalement, impliquer la diaspora. Moi, je n'ai jamais vu une diaspora plus impliquée que celle-ci en période de conflit. On veut l'impliquer dans quoi d'autre qu'elle n'est pas impliquée. Aujourd'hui, combien de gens dirigent ces pays qui viennent de la diaspora? Combien ne sont pas impliqués dans l'action du décideur, dans les instances de décision ici? On veut impliquer quelle diaspora? Non, mais cette fois-ci avec une nouvelle forme. Parce que là, nous avons vu l'ambassadeur de la jeunesse de la diaspora être aussi accompagné. Contenu, comment et pourquoi? Mais autour d'un débat. Cette diaspora ne doit pas venir seulement occuper les postes politiques. Cette diaspora doit venir aussi travailler. Cette dernière est impliquée dans le conflit à l'Est, est impliquée dans l'action du gouvernement parce que nous sommes impliqués dans le suivi continu de ce qu'ils font. Mais sommes-nous impliqués dans les résultats de certaines choses qu'ils font? Là encore, c'est un débat. Il y a des avancées, certes, oui, mais ceux-ci ne sont pas proportionnels aux attentes ou encore proportionnels à ce qu'ils peuvent faire de mieux. Je viens maintenant à la clé du problème. Oui. Et en fait, finalement, je vais même oublier qu'elle envisagerait, dans le mode d'action que vous avez dit, une tournée sur le plan physique, comme ça, réel, sur terrain, et en ligne à distance. Oui. Je venais de citer la superficie du pays ici. Il peut vous prendre pratiquement de 30 à 90 jours, maximum 3 mois, pour circuler dans toute la République. Non, mais quand même cibler... Le coin principal. Attendez. Mais non. Cibler les grandes villes, d'abord. Les provinces, c'est pratiquement dans les 90 jours. Si cibler les grandes villes, les 4 coins de la République, c'est pas aussi mauvais. Ça peut vous consommer 1 mois. Ça peut vous consommer 3 semaines, 1 mois maximum, 2 mois. Et donc, vous pouvez perdre 60 jours sur les premiers 100 jours de votre bilan. Bravo, on dira que vous avez consulté. Voilà encore le problème. Maintenant, la clé du problème se trouve où? L'article 91 de la Constitution que je vais lire ici. C'est l'incompréhension de cet article qui peut conduire tous les membres du gouvernement dans ces ministères qui ont succédé à agir de la même manière. Pourquoi? Parce qu'on leur dit ceci. Ah oui, les ministères, mon corps, grade des biloko penza ma capacité. Il faut bêta car biloko moko boya visibilité. Ba mon akosala ramusala. Oui, parce qu'il y a les partenaires. Mais c'est ça, les partenaires techniques et financiers qui arrivent. C'est ça. Il y a UNICEF. C'est ça la logique. Je l'avais dit. Un cabinet fort produit un dirigeant fort. Quand vous vous entourez de flatteurs, vous consultez même des gens qui n'ont rien à voir. J'étais choqué de voir l'ancien ministre Yves Bunkoulou être consulté par la ministre Grace Coutinho. Peut-être qu'en termes d'expérience dans son domaine, il fut ministre on peut le consulter, mais expérience due à quel bilan? Ça encore, c'est un autre débat. Parce que si on parle de jeunesse, il a 40 ans. Il a plus de 35 ans, il en a plus. Donc, je ne comprends plus rien. Voilà ce que dit l'article 91 de la Constitution. Je vais vous lire le premier alinéa et le dernier. Le gouvernement définit, en concertation avec le président de la République, la politique de la nation et en assume la responsabilité. Je prends le dernier alinéa. Quand je vous parlais de l'interconnexion ministérielle, ça concerne beaucoup plus le ministère de la Jeunesse. Une ordonnance délibérée en Conseil des ministres fixe l'organisation, le fonctionnement du gouvernement et les modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Le ministère de la Jeunesse n'a pas des attributs propres. Dans le secteur de la jeunesse, on trouve l'emploi, la santé, l'éducation et j'en passe. Même l'entrepreneuriat, bon, ça ce sont des domaines économiques et ainsi de suite. Mais tout ce que je viens de citer qui se retrouve dans le secteur de la jeunesse ont déjà leur ministère, sont des attributions propres à des ministères. D'où l'interconnexion ministérielle qui s'exprime par les rapports qu'entretiennent les ministères entre eux. La ministre de la Jeunesse est à cheval dans tous ces ministères-là pour veiller à ce que les intérêts de jeunes dans le secteur de l'emploi, gérés par le ministère de l'Emploi et de l'Emploi, du Travail, ainsi de suite, par le ministère de l'Éducation pour les intérêts de la jeunesse sur le plan éducatif, et ainsi de suite, soient bien défendus, bien gérés. Mais pour mieux défendre, il faut les savoir, il faut les connaître, il faut écouter ce que vous devez les défendre, ce que vous devez défendre. Mais pas par un mécanisme comme celui-ci qui a prouvé ses failles. On écoute de manière globale grâce à des experts, grâce à une vision globale. La descente sur terrain est bonne, mais ne nous amenez pas la logique des consultations, des rencontres qui a échoué, qui n'a rien apporté. Non, mais comment que c'est pas seulement les consultations qui ont fait que les autres échouent, c'est peut-être la démarche. Mais si elle faisait autrement que les autres, mais elle commence par une consultation, on verra la suite. Madame, où sont les données des récentes consultations avec les chefs de l'État et le gouvernement?
Elle ne s'est pas servie de cela. Peut-être qu'elle a jugé que c'était improductif. Madame, pour connaître le problème des jeunes 10 ans qui souffrent d'un problème lié à l'emploi, il faut consulter. Aujourd'hui, vous avez les secteurs de l'emploi régis par le Code du travail. Non, mais il faut commencer par connaître. Attendez, je vous prouve qu'on n'est pas obligé de consulter. Je vous prouve qu'on n'est pas obligé de consulter de cette manière-là pour pouvoir avoir des solutions. Souffrez que je vous l'ai dit, chère dame. L'article 28 du Code du travail vous fixe les modalités de stage professionnel pour vous dire que ces stages professionnels, même pour les journaliers, au cadre où les employés, on vous détermine le nombre de mois qu'il faut. C'est juste un exemple. Il vous faut peut-être 6 mois maximum pour tout ça. Et c'est motivé par un contrat de stage qui est renouvelable qu'une fois. Ici, en RDC, précisément à Kinshasa, il y a des entreprises qui engagent des jeunes, qui prennent des jeunes sans contrat pour une période de stage à durée indéterminée dans laquelle ils ne sont jamais même rémunérés alors qu'il s'agit d'un stage professionnel. Ça existe. Il faut consulter pour connaître ça? Non. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Recueillir les données parce qu'il y a une administration d'expertise. Par exemple, elle a un secrétariat. Il y a une administration attachée au ministère de la Jeunesse qui peut fonctionner avec l'administration attachée au ministère du Travail. Recueillir les données institutionnelles. Recueillir les données sur les faiblesses de normes qui ne sont pas d'application. Parce que le problème du pays, c'est aussi une faiblesse qui est liée à la naissance de normes et à leur insuffisance, ainsi qu'à l'absence de leur applicabilité. L'applicabilité dépend aussi du contrôle. Quand vous avez une vision de tous ces types de problèmes, je pense que vous n'êtes pas obligé de consulter tout le monde. Et d'ailleurs, pour une population qui possède 75% de jeunes à une estimation globale de toute la population de 112 millions d'habitants, vous allez consulter 50 millions de personnes ou 75 millions ou 80 millions de personnes? Non. Vous allez recourir aux structures telles que les ONG, les ASBEL qui regroupent des jeunes dans l'air enceinte. Mais quel est cette ONG qui possède, ou cet ASBEL qui n'a que ne fût que 10 000 membres? C'est qui n'atteint même pas les 0,0010%, 1% plutôt, de la population congolaise. Il n'y en a pas. Les problèmes, on les cible dans la société par des études scientifiques et rationnelles. C'est là que vous avez les statistiques, les mathématiques, vous avez les instituts comme l'Institut national des statistiques, vous avez des cabinets où il y a des technocrates qui peuvent faire des recherches, une administration qui est en extension et une interconnexion ministérielle pour vous aider à cadrer les affaires et autres. Prenez le cas de l'ancien ministre de la Justice. On n'est pas ici pour blanchir sa condamnation, ça c'est une affaire judiciaire. Quand il prend le pouvoir, il prend plutôt ses fonctions, il vous amène des projets de loi, même au niveau de l'Assemblée nationale. Il fait des réformes. Nous tous, nous sommes administrés par la justice de notre pays. N'est-ce pas? Nous payons le frais judiciaire. Constant Moutamba a consulté combien de personnes? Je ne suis pas son avocat ici, ce n'est pas du sentimentalisme. Mais je prends une référence. Constant Moutamba a consulté combien de personnes qui ont été soumises à la justice pour que ceux-ci lui disent Talambo, on va escroquer te foutre normalement. Non, c'est l'expérience personnelle, puisque lui-même a fait des études de droit, puisque certainement il a dû avoir affaire à la justice. Il était aussi pratiquant. Et c'était un pratiquant, il a compris. C'est d'abord la vision du problème, la vision de comment votre institution fonctionne. Parce que ce qu'elle fait là, elle est en train de fuir la démarche institutionnelle, l'ensemble de toutes les règles de fonctionnement que je viens de donner, pour entrer dans ce qu'on appelle l'ensemble des activités d'ordre du tape à l'œil. Alors, comment vous pensez de visibilité, justement. Et ça ne produit rien. Comme vous pensez que c'est déjà voué à l'échec et ne s'est pas encore lancé totalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je pense qu'elle doit revenir au nord. C'est ce que je viens de dire ici. Prendre langue avec les gens, oui, mais il y a une vision, il y a une idée globale. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous faire croire qu'on veut entendre les jeunes. 75 millions de personnes qui crient famine, qui réclament de l'emploi. 75 millions de personnes. D'ailleurs, même si on a besoin de connaître le problème, madame, je vais plus loin. Lisez l'article 44 de la Constitution. On vous parle de l'analphabétisme. Et on vous dit qu'il faut des politiques spécifiques pour les cibler et les résoudre. Je n'ai pas encore allé plus loin, parce qu'il n'y a pas que l'article 44 qui parle d'un problème inhérent dans la société. C'est vrai, la gratuité de l'enseignement a débarqué pour régler le problème. Mais le problème, c'est qu'on a mis le mécanisme de gratuité, c'est très bien, mais la qualité de l'enseignement dispensé peut-il éradiquer l'analphabétisme? Là encore, c'est notre débat. Il faut un suivi. Les institutions, c'est complète. C'est cette interconnexion qu'on veut voir. Les problèmes sont connus. On n'a pas besoin de consulter. 75 millions de personnes qui réclament du travail, qui crient famine, qui se plaignent pour le non-respect de leurs droits, des droits humains. On n'a pas besoin de consulter des groupes de gens pour comprendre le problème. Sinon, ça, c'est une stratégie politique qui vise à vendre une image de travail, alors que vous n'êtes pas encore là. On l'attend dans autre chose et elle se met à répéter les mêmes erreurs. Moi, j'aurais préféré ses propres erreurs.
Et je pense que ça ne va aboutir à rien. À elle de se ressaisir et de retourner dans la démarche institutionnelle qui encadre les prérogatives qui sont attribuées à sa fonction, à une démarche plus technocrate. Et je pense qu'avec un cabinet qui vous oriente dans cette voie, il y a un taux amoindri des technocrates dans le domaine politique. Et ça me déçoit. Ok. Ça me déçoit. C'est pas ça la politique. Et vous pensez quand même, cette fois-ci, il n'y aura pas conflit avec le Conseil national parce que les deux ministres précédents, qui l'ont, donc ces deux prédécesseurs, je cite seulement les deux prédécesseurs, qui étaient en farouche conflit avec le Conseil national de la jeunesse. Vous pensez que chez elle, ça sert quand même, ça va? Je pense qu'elle a organisé ce qu'on a appelé les élections au niveau du Conseil national de la jeunesse. C'est une bonne chose. Moi, d'ailleurs, ma prière était que l'ancien président s'en aille. C'était un homme conflictuel. J'ai longtemps été sur ces plateaux avec des preuves de sa gestion, ainsi de suite. La synergie, je pense, oui. Puisque déjà, il y a des bons rapports. J'ai suivi les rencontres, Madame la ministre, avec le président du Conseil. Je pense qu'il y aura une bonne synergie cette fois-ci. Donc, M. Hervé, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, c'est la vision que je venais de dire par rapport à ce que la loi prévoit, de comment ces institutions doivent fonctionner, qu'elle doit maîtriser, sa propre vision à elle. Et n'oubliez pas qu'il y a des problèmes tels que le SMIC qui a été imposé pour une première fois ici, récemment, je crois en 2025, qui établit les barèmes salariales. Comme les jeunes sont concernés par l'emploi, les SMIC établit la rémunération à la moyenne de 130 le mois pour les PME et consorts. Mais il y a encore des entreprises qui payent des jeunes $60. Donc elle doit suivre tout ça. Tout ça, c'est son travail. Et ça devient vaste, ce ministère. Ce n'est pas un ministère de blague. Un ministère d'interconnexion est censé corriger les erreurs ou compléter les politiques engagées par d'autres institutions, mais qui cadrent avec la jeunesse. C'est un avocat en chemin, en transit dans toutes ces institutions. Et ce genre de discours, il n'y a qu'un technocrate politologue qui peut vous le dire. Ce ne sont pas des gens que vous mettez dans des cabinets comme ça. Dans la zone politologue comme Emmanuel Mouengue, dans la zone de confiance, qui vont venir vous faire rire et vous dire oui, Osama Salango, Bamoni Bayoki, ça sont des bêtises que je ne peux pas accepter. Et alors qu'ils vous avancez dans les ravins. Et on fera toujours la même chose. Le prochain ministre qui viendra ou la prochaine répétera les mêmes activités. Il y a changé quelques format. On se sépare là, monsieur Emmanuel Mouengue. Un dernier mot, on se sépare là. Les 30 minutes sont écoulées. Mais oui, mais j'ai vidé mon sac parce que parfois on ne peut pas garder la matière avec nous dans la tête. Voilà. Madame la ministre, il n'est pas trop tard. Ressaisissez-vous. Les consultations, tout ce que vous voulez là, ça va vous faire perdre du temps. On vous attend parce que les 100 jours, quand ça sera fini, on va venir toucher à votre bilan. On n'aimerait pas dire que vous avez passé 60 jours à écouter des gens pour des problèmes déjà connus. Revenez dans une démarche purement institutionnelle, associez-vous à des technocrates et gérez vos contacts avec la population. Venez avec un contenu, mais ne cherchez pas le contenu chez nous, parce qu'on a déjà tout donné et tout ce qu'on attend sont des solutions. Si vous ne le faites pas, vous allez écumer les échecs de vos prédécesseurs. Au moins, vous serez responsable de vos résultats. Voilà. Je même lis sur le réseau quelqu'un qui a été en train de commenter, madame, tu as posé sa consultation, tu aussi tu payes ça, projet, il y a le financement. Est-ce que c'est elle qui doit financer? Mais que ferait alors le ministère de l'entrepreneuriat? Vous savez, le fonds pour la promotion de l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, c'est sous sa tutelle. Sous Canaboul, c'était quel événement? Le 1 million donné pour 56 projets en raison de 2 projets par province. C'était ça? Ce n'est pas parti au ministère de l'entrepreneuriat? Où est le suivi de tout ce qu'on a subventionné? Le résultat est où? Merci qui beaucoup. ont fait des entreprises avec ces subventions, qui embauchent même 100 personnes. Merci beaucoup. Vous allez amener les aux pères de temps à Babylone. Merci beaucoup, M. Emmanuel Mouengue. Merci à toi aussi, Ketiabola. Au moins, M. Emmanuel Mouengue, on comprend que les garçons de l'OCAS. On confirme en gros? Ah oui, ça va. Je ne suis pas contre les femmes. Hein. Voilà. Non, malheureusement, ce sont des ministres femmes qui se sont succédés sur ce ministère-là et c'est le ministère qui lui porte trop à cœur. Il y a quand même eu beaucoup de ministres femmes. Mais qui n'ont rien foutu. Comme Yves Boukoulou, il n'a pas fait grand-chose. Merci à toi, Richard Widi. Merci, Junior Bemba, l'équipe technique ce matin. Merci à vous de nous avoir accompagnés encore jusqu'à ces 10h30. Nous vous disons merci à nos chers téléspectateurs qui étaient branchés. Et donc, demain, retrouvez Joseph Kaloupa là pour toujours le compte de Namasté. Namasté à vous parce que nous terminons, nous chutons par là. Merci au patron de la PS Télévision, M. Patrick Kengandou Uchiyoyo. Clin d'œil spécial également. Énergie Lelo, directeur de production désormais. Et merci également à toute l'équipe de la tranche matin Namasté.
Monsieur Charles Mouzad également, des retours déjà, je crois, après le day, ça va. Donc, mes condoléances, Cécilie, maman Longana Morgue, maman qui est au paiement. Bisopé, tu continues à travailler. Merci beaucoup et bon début de semaine à maman Nathalie et Chioyo. Je vous dis, ça sera mieux si on se levait, se séparer. Il y a Kabouana, il y a côté les manteaux qui sont là, surtout Kabouana, parce que lobby beaucoup talana, Joseph Kaloupala. Et moi, il faut me retrouver mercredi et avec Etiaboula, ça sera vendredi, c'est ça? Le jeudi, je serai avec Joseph Kaloupala. Ah, les jeudis avec Joseph Kaloupala et les vendredis, c'est avec moi encore pour revenir. Ah. Au courant, alors, Richard vous dit, est-ce qu'on peut s'élever parce que nous avons terminé. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Et donc, bonne suite des programmes sur nos antennes. On s'élève, monsieur Emmanuel Mouengue. Merci beaucoup. Merci et apparemment, je ne savais pas que les couleurs aussi, c'était ah, avec Madame Ketia. Ah, voilà. Allez, Richard vous dit, ciao. Merci, au revoir à tous. Bonne chance à la...